On ne peut pas seulement écrire « elle est en colère », mais écrire des gestes clichés comme « elle serre des poings » ou « elle donne un coup sur la table » ne fait pas non plus ressentir l'émotion au lecteur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour le découvrir, je me lance dans une quête. Je vais écouter les conseils d'écriture de 5 YouTubers et analyser le roman avec la protagoniste la plus émotive de la littérature, j'ai nommé Anne la maison au pignon vert. Le but ultime, appliquer toute cette théorie dans un défi d'écriture mettant en scène Anne Shirley et Gilbert Blythe. Est-ce que ces conseils me suffiront pour transmettre les émotions comme une pro ou ça va virer au cliché? À vous de juger. Allons-y! J'ai extrait 3 conseils que je jugeais les plus importants et que je vais devoir appliquer. Je vous encourage à écouter plus tard les vidéos complètes de ces YouTubeurs. Les liens sont dans la description. Tout d'abord, voyons pourquoi on ne peut pas utiliser exclusivement les réactions physiques pour faire ressentir les émotions. Si à chaque fois qu'une personne est en colère, on dit qu'elle tape du pied, ça va devenir une sorte de synonyme. Et si tous vos personnages qui sont en colère tapent du pied, ça fait que ce n'est pas unique à un personnage, donc le lecteur ne va pas nécessairement s'attacher à votre protagoniste s'il est comme tous les autres personnages. Ensuite, quand l'émotion monte en intensité, ça peut rapidement tomber dans l'exagération. Si votre protagoniste a déjà serré les poings puis donné un coup sur la table, qu'est-ce qu'elle va faire quand elle va être encore plus en colère? Elle va crier avec le visage tout rouge. Ça serait pas non plus super crédible avec un personnage comme ta mère. Donc, la nuance des émotions devient difficile. Certains comportements sont caricaturaux et mélodramatiques parce que les adultes ont tendance à retenir leurs émotions en public. Si votre protagoniste roule des yeux et soupire fort, on va avoir l'impression qu'elle agit comme un enfant. Alors, en résumé, il ne faut pas dire l'émotion et il ne faut pas utiliser des gestes généraux. Faux! Comme tout conseil, ce n'est pas de ne jamais le faire, mais de ne pas seulement compter sur ces méthodes pour exposer les émotions. Il faut varier avec les techniques suivantes. Conseil numéro 1, si on veut décrire un comportement physique, il faut rentrer dans le détail. Oui, on peut écrire qu'il se tordait les mains pour montrer qu'il est nerveux, mais ça serait beaucoup plus immersif si on le voyait interagir avec ce qui l'entoure. Par exemple, il pourrait être en train de jouer inconsciemment avec un objet qu'il a ramassé à côté de lui. Ça nous permettrait en même temps de décrire son environnement de façon non statique. Il pourrait aussi vouloir s'occuper l'esprit en se cherchant quelque chose à faire comme nettoyer vigoureusement le plancher. S'il est déjà en train de vaquer à une occupation, il pourrait avoir des gestes maladroits, penser à une couturière qui se pique avec son aiguille. Sa réaction doit rester alignée avec sa personnalité. Si la personne est orgueilleuse, elle pourrait se mettre en colère pour cacher son stress. Elle peut aussi avoir des tics nerveux, comme à chaque fois qu'elle est stressée, elle se met à rire plus fort que nécessaire. Le deuxième conseil pour transmettre une émotion est d'utiliser l'introspection. Ce qui est unique à un personnage, ce sont ses pensées, la façon dont il interprète le monde qui l'entoure. On peut même aller puiser dans ses souvenirs au moment où il expérimentait cette même émotion. Pour rendre le personnage plus complexe, on peut ajouter une contradiction entre ce qu'il dit et ce qu'il pense. La contradiction peut aussi être vue dans sa gestuelle. Ne pas être trop direct. Par exemple, au lieu de dire à travers ses pensées que la conversation l'ennuie, il pourrait être en train de fixer la fenêtre par-dessus l'épaule de son interlocuteur et se dire qu'il fait beau et qu'il pourrait être en train de faire du vélo. Troisième conseil, utilisez les détails de l'environnement comme l'extension de l'émotion. Mais attention aux clichés du genre « il pleut quand il est triste ». Mettez plutôt l'accent sur tous les éléments négatifs qui l'entourent ou ce qui lui rappelle pourquoi il est triste. On peut aussi utiliser un contraste, par exemple une personne en deuil qui est dans une fête d'enfants où est-ce qu'il y a des ballons, un clown et des gens qui rient trop fort. Dans tous les cas, restez concis. Et si vous jugez que l'émotion doit être dite, essayez de l'accompagner de l'un des 3 conseils précédents.
Maintenant, allons voir du côté de Lucy Maud Montgomery. Je suis curieuse de savoir si une auteure du 20e siècle suit les mêmes techniques que nos youtubeurs. Fin. J'avoue que c'est la nostalgie de la télésérie avec Megan Follow qui a fait en sorte que je me force à terminer ce tome 1. Oh mon Dieu, je m'attendais pas à ce que les émotions soient autant écrites directement. Nos youtubeurs seraient pas contents. Par contre, parfois elles sont soutenues d'un geste ou d'un dialogue. Par exemple, dans la scène où Gilbert va tirer la tresse d'Anne, voici sa réaction. Elle fut debout en un instant, toute rêverie évanouie. Elle foudroya Gilbert d'un regard brillant de colère et de larmes. « Détestable, méchant garçon !» s'exclama-t-elle d'une voix passionnée. « Comment osez-vous » Et puis, paf! Anne assonna un grand coup d'ardoise sur la tête de Gilbert, la brisant toute nette, l'ardoise dans la tête, en 2 morceaux. Donc ici, sa réplique et le fait qu'elle donne un coup prouve au lecteur qu'elle ressent de la colère. On pourrait enlever le mot colère et on ressentirait la même émotion. L'auteur a bien campé ses personnages, on peut anticiper leurs réactions. Les enfants crient et pleurent pour un rien, ce qui contraste avec la retenue des adultes. Par exemple, les gestes et paroles de Marilla contredisent ses pensées parce qu'elle ne veut pas que le monde sache qu'elle est en train de s'attendrir. Par contre, je ne m'attendais pas à ce qu'on raconte autant les événements au lieu qu'on les vive avec le personnage. Il faut dire que le tome 1 couvre la vie d'Anne de ses 11 à 16 ans, ce qui est beaucoup. Vers la fin, les péripéties étaient un peu moins savoureuses. J'avoue que j'avais hâte que ça se termine. Par contre, l'auteur savait ce qu'elle faisait en racontant les événements à travers les dialogues d'Anne, parce que Anne n'a pas de filtre. Alors, c'était comme si, en quelque sorte, on avait accès à ses pensées. Et aussi, ça montrait à quel point que c'est une petite fille qui parle et qui parle et qui parle beaucoup. Un des moments judicieux de l'auteur est à la mort de Matthew. Anne n'est pas capable de pleurer tout de suite. Et puisque d'habitude, elle se laisse facilement emporter par ses émotions, cette réaction opposée démontre à quel point cette tristesse est profonde. Bon, et les conseils des youtubeurs, eux? J'ai trouvé des passages où est-ce qu'ils sont appliqués. Voyons voir si vous êtes capable de deviner à quels conseils appartiennent ces citations. Après mes lectures, si vous voulez avoir plus de temps pour réfléchir, faites pause. Dans cette scène, la barque d'Anne a coulé dans un endroit profond du lac et elle s'est agrippée à un pilier en attendant que ses amis aillent chercher de l'aide. Le regard d'Anne plongea dans les profondeurs d'un verre glauque s'agitant en dessous d'elle, et elle frissonna à la vue des ombres vibrantes et visqueuses comme des reptiles. Ici, on met l'accent sur les éléments qui effraient Anne. Donc, la réponse était utiliser l'environnement comme extension de son émotion. J'avoue que j'ai eu la difficulté à trouver un passage pour ce conseil parce que oui, il y a beaucoup de descriptions de la nature, mais le but est plutôt de montrer à quel point Anne est une petite fille romantique et pleine d'imagination plutôt que de transmettre ses émotions. L'extrait suivant se déroule tout de suite après. Gilbert l'a aidé à regagner la rive. Il s'excuse de s'être moqué de ses cheveux quand ils étaient enfants et il lui demande si maintenant ils peuvent devenir des amis. Anne hésita un court instant. En dépit de la blessure d'amour-propre qu'elle avait subie, elle découvrait dans les yeux noisettes de Gilbert, où se mêlait autant de timidité que d'amitié sincère, quelque chose de très agréable. Son cœur se mit à battre plus vite, mais la vieille amertume se chargea d'effacer cet étrange sentiment et fortifia sa résolution de ne pas céder. La scène d'il y a 2 ans lui revint en mémoire aussi vivante que si elle avait eu lieu la veille. Gilbert l'avait appelé « poil de carotte ». Il l'avait humilié publiquement à l'école, devant tout le monde. Elle détestait Gilbert Blythe. Non, elle ne lui pardonnerait jamais. Alors, nous avons accès à son combat interne et un souvenir qui ravive sa rancune. Donc, la réponse était de partager l'introspection des personnages.
Dans l'extrait suivant, Anne a reçu comme punition d'être assise à côté de Gilbert. Là, elle va se coucher sur son bureau, la tête enfouie dans ses bras, et Gilbert va prendre un petit bonbon sur lequel il est écrit « Tu es adorable » et lui donne. Voici sa réaction. Anne se leva alors, prit délicatement le cœur rose du bout des doigts, le laissa tomber par terre et le réduisit en poudre à coups de talon, avant de reprendre sa position précédente sans daigner accorder le moindre regard à Gilbert. J'imagine que vous l'avez deviné, il s'agit de décrire de façon détaillée un comportement physique. Alors, prêt pour la pratique? Je vous invite à participer et partager vos meilleurs extraits en commentaire. Mais avant de commencer à écrire notre texte, en appliquant nos 3 conseils, laissons le sort choisir parmi les 5 scénarios suivants. Chaque option est associée à des émotions précises. Numéro 1, le dilemme. Anne cache avoir accidentellement cassé le boulier du professeur pour ne pas être privée du pique-nique de l'école. À la recherche du coupable, le professeur accuse Gilbert à sa place. Émotion, anxiété, remords. Numéro 2, la chute de la reine déchue. En grimpant dans un pommier sauvage pour cueillir les plus belles fleurs de sa couronne de reine déchue, Anne chute. Sa robe se déchire et une vive douleur à la cheville l'empêche de se lever. Au milieu de nulle part, elle n'a d'autre choix que de laisser Gilbert la porter dans ses bras jusque chez elle. Émotion, joie, embarras, fierté. Numéro 3, la rivalité. Après être arrivée 2e en algèbre derrière Gilbert, Anne est déterminée à remporter le jeu du prisonnier contre lui. Émotion, angoisse de l'annonce des résultats, jalousie, fierté. Numéro 4, la compagnie imposée. La mère de Diana a interdit aux 2 filles de se voir après qu'Anne a insisté pour que son amie enfreigne le couvre-feu. Anne marche vers l'école dévastée et Gilbert lui impose sa compagnie. Émotion, tristesse, regret. Numéro 5, le sursaut dans la forêt hantée. Anne doit traverser seule le bois hanté. Gilbert lui flanque alors une frousse pour la taquiner. Émotion, peur, colère. Nous allons utiliser le bout de cette clé pour déterminer notre scénario. « 5. Le sursaut dans la forêt. Attendez, ce n'est pas tout. Voici un prétexte pour pratiquer nos figures de style. 33. Donc, nous allons prendre la figure de style à la page 33 du livre Figures de style. Oxymore. L'oxymore rapproche syntaxiquement 2 termes qui s'opposent en temps normal. Dans l'exemple de Stéphane Mallarmé, Homme, une poésie, il écrit « sénile, nourrisson ». Donc, sénile, c'est quelque chose qui est relié à la vieillesse, tandis que nourrisson, c'est un nourrisson. Donc, ce sont 2 termes opposés qui montrent l'absurdité d'une vie, de celle d'un nourrisson qui en serait déjà en termes de sa vie. Donc, autant dire une vie réduite à néant. Ça fait 2 fois que le sort me réserve des figures de style qui ne m'intéressent pas, mais le sort a décidé, donc je suis obligée d'utiliser au moins une fois cette figure de style dans mon texte. Je vous invite à faire de même. Voici mon processus pour ce défi. J'ai commencé par faire des recherches en relisant le chapitre 20. On apprend que la forêt est en fait un bois d'épinettes. C'est un raccourci entre les pignons verts et la maison de Diana Barry. Donc, il fallait que je trouve un prétexte pour que Gilbert passe par là. Tous les fantômes qu'Anne s'est imaginés sont aussi dans ce chapitre. Après, j'ai fait un remue-ménage pour lister tous les éléments qui évoquent la peur ou les fantômes. Ensuite, j'ai commencé un résumé, mais je ne l'ai pas terminé parce que j'ai besoin de rentrer dans l'histoire pour que mon imagination s'emballe.
J'ai donc commencé à écrire mon texte, mais à un moment donné, j'ai bloqué. J'ai été obligée d'aller dehors pour penser à autre chose et les idées me sont venues. J'ai donc écrit tout ça dans le résumé à l'état brut pour ne pas perdre mon temps à faire de belles phrases. Je voulais tout écrire et ensuite, je l'ai incorporé à mon texte. Et j'ai terminé le texte. Ensuite, j'ai fait une relecture. J'ai souligné en jaune toutes les phrases que je voulais retravailler, mais il va aussi me rester à mieux intégrer nos 3 conseils. Commençons par la figure de style, l'oxymore. Donc, j'ai écrit « Anne prit une longue inspiration et du même coup aspira une infime dose de courage poltron, suffisante pour avancer la jambe droite. » Donc, en rapprochant courage et poltron, je voulais évoquer qu'elle n'avait pas un courage héroïque, mais qu'elle hésitait à avancer à cause de sa peur. Mon chum a totalement refusé ma phrase, donc j'ai demandé à 2 IA d'identifier quelle figure de style j'avais choisie. Gemini a tout de suite trouvé oxymore et il a dit que c'était une réussite totale, rien de moins. Par contre, ChatGPT, lui, il a dit que c'était un oxymore léger parce que ça n'a pas le même choc que des phrases comme une douce violence ou un silence assourdissant. Maintenant, nos 3 conseils. Puisque Anne a une imagination débordante, je m'en suis servi pour qu'elle s'invente des histoires sombres à propos de son environnement pour que ça reflète sa peur. Donc, voici mon extrait. Elle marcha d'une allure soutenue. À présent, les épinettes se refermaient sur elle et l'observaient. Le silence pesait. Malgré tout, elle sentait une forte présence, comme si ses hauts troncs maintenaient prisonnière une horde de sorcières. Leurs doigts tordus, qui jadis tentèrent de s'échapper, se seraient figés en de petits bouts de branches mortes. Dans le prochain extrait, on a accès à son dialogue interne pour démontrer sa peur. Et puis un sentiment d'étrangeté l'envahit tandis qu'elle crut détecter un subtil décalage entre le son de ses pas et sa foulée. Elle s'arrêta net. Ses bottines émirent un doux crissement qui se répéta derrière elle, plus brusquement et avec un léger retard. Elle tendit l'oreille, le corps crispé. Silence. Le petit garçon assassiné aimait se tenir dans votre dos avant de vous toucher avec ses mains glacées. Elle pouvait sentir son aura refroidir l'air au bout de ses doigts. Elle devait se retourner, le transpercer de son regard pour qu'il disparaisse. Elle pouvait le faire au compte de 3. Donc, pour alimenter son imagination, j'ai fait appel à un de ses souvenirs d'une histoire de fantôme qu'elle s'était imaginée dans le chapitre 20. Pour l'extrait détaillé d'un comportement physique, j'ai essayé de garder son côté orgueilleux. Dans l'extrait suivant, elle s'est cachée derrière un arbre parce qu'elle pense être poursuivie par un fantôme et elle se rend compte que c'est Gilbert. Anne détourna la tête pour soupirer de soulagement. Après quoi, elle se releva d'un bond et balaya sa robe avec des mouvements si grands qu'on aurait pu croire que c'était elle-même qu'elle cherchait à défroisser. Dans un geste théâtral, son menton se redressa aussi haut qu'elle le pouvait. Extrait 2. « J'aurais dû me douter que c'était vous, dit-elle en cassant d'un coup sec la brindille qu'elle venait de retirer de ses cheveux. Pour savoir si j'avais réussi, c'était un peu compliqué parce que demander à Gemini, c'est un peu comme demander à sa mère, elle trouve tout bon. Et si je demande à mon copain, il va essayer de réécrire la scène jusqu'à temps que ça soit Star Wars. J'ai quand même demandé à Gemini de valider en lui donnant une commande qui précisait mes objectifs et mes contraintes. La voici à l'écran, si ça vous intéresse, faites pause. C'est intéressant de voir son analyse pour l'introspection et les éléments de l'environnement. Il a choisi les mêmes passages que moi. Personnellement, j'ai vu une évolution dans mon écriture et c'est ça qui est important. J'étais super contente de mon texte jusqu'à temps que Antidote me pointe toutes les répétitions. Pour ceux que ça l'intéresse, j'ai mis le texte complet dans les commentaires. J'espère que ce moment de création vous inspirera dans vos propres projets. Si vous aimez les coulisses de l'écriture, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer mes prochains défis. Sur ce, bonne écriture!